Dans le plus grand musée du monde, ce matin-là, une procession de marbriers se fraye un chemin parmi les chefs-d'œuvre de l'aile Richelieu. Ici, règne la sculpture française renaissante, dont une riche collection de statues en bronze. Matériau royal, alliage subtil de cuivre et d'étain, il connaît un renouveau formidable en France sous le règne de François Ier. Et ce jour-là, une œuvre va faire l'objet de toutes les attentions des équipes du Louvre. La renommée, sculptée par l'artiste français Pierre Billard en 1597. Alors, comment elle bouge, notre petite dame? L'équilibre est bon, ça va? C'est une femme un petit peu ronde, bien charpentée, qui gonfle aussi ses joues de manière réaliste. Donc il y a à la fois cette recherche d'un mouvement très ascensionnel et puis une petite touche de réalisme dans la représentation de la figure humaine. Quant à son histoire, elle fut des plus mouvementées. Commandée par le duc d'Épernon, qui venait de perdre sa jeune épouse Marguerite de Foix-Candale, il fit élever, près de Bordeaux, à la toute fin du XVIe siècle, un mausolée grandiose. Au sommet du tombeau, dominait la sculpture de Pierre Billard. Munie d'une trompette symbolisant la bonne réputation, en référence à la déesse antique Fama, elle devait annoncer, pour l'éternité, la renommée de la jeune femme. 200 ans plus tard, la Révolution française ne manqua pas de détruire ce monument jugé présomptueux. Quant à la statue, elle fut sauvée in extremis. Une toute autre destinée lui ouvrit les bras, au sommet d'une colonne érigée à la gloire de Napoléon Ier. Puis bien vite, l'État en revendiqua la propriété et en 1835, elle gagna finalement le Louvre. Cette fois-ci, si le musée la décroche à nouveau de son piédestal, c'est parce qu'une sorte de mystère entoure les bronzes fabriqués en Europe à la fin de la Renaissance. C'est vrai que nous, l'idéal, ça serait qu'elle soit debout et qu'il n'y ait rien autour. Ah bah oui, mais ça va pas marcher. C'est sûr que ça semble le plus logique de la transporter verticalement, mais le laboratoire a besoin de pouvoir l'analyser. Parce qu'en fait, dans le scénario de la coucher, oui. Après, elle ne bouge plus une fois qu'elle est couchée. Normalement, bah oui. vos radios. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que le bronze est épais? Est-ce qu'on a encore le noyau de terre cuite qui maintient sa structure? Pour regarder si, à une même époque, en quelque sorte, les sculpteurs ont des recettes différentes. Voilà, quelles sont leurs techniques? Pour les sculptures en bronze, la technique la plus couramment utilisée à partir du XVIIe siècle est celle de la fonte à la cire perdue. Dans un moule en creux réalisé à partir du plâtre original, le fondeur coule de la cire et obtient une réplique fidèle du modèle. Lorsque la cire a durci, elle est entourée d'un réseau de conduits par lesquels s'échapperont, à l'étape suivante, la cire fondue et les gaz. L'ensemble est recouvert d'une coque en matériau très résistant, puis chauffé. La cire fond, s'écoule et le métal en fusion est introduit par l'intermédiaire des conduits dans l'espace laissé libre. Enfin, lorsque le bronze a repris sa consistance solide, il ne reste plus qu'à casser le moule. La célèbre fonderie d'art de la Fondation Coubertin, située en région parisienne, est un atelier d'aujourd'hui qui a aussi dans son ADN une part de cet héritage. Son directeur, Christophe Berry, travaille souvent avec les conservateurs du Louvre pour leur offrir son éclairage de praticien. C'est pas si simple de voir une fonte et d'arriver à savoir de qui elle est, de quelle époque. En fait, c'est une recherche là. Sur des sculptures anciennes comme la Renommée par exemple, quand les traces sont effacées au fur et à mesure par le dernier qui a travaillé sur la pièce, le ciseleur, il peut effacer un certain nombre de choses qui nous empêchent de lire comme un livre ouvert. Bien sûr, les musées nous permettent ça, mais je pense que ces détails sont donnés depuis une période relativement récente. Et faire parler les statues, c'est justement l'ambition de David Bourgari. Là, on a une énorme réparation. Là, vous entendez, là.
une armature qui... Spécialiste du métal et chercheur au laboratoire de restauration et de conservation des musées de France. Le fondeur, lui, va faire jaillir, disons, la statue en bronze, et puis après, la dernière main est probablement au sculpteur ou au ciseleur pour lui redonner un petit peu l'aspect du modèle qu'il a voulu. Pour faire la lumière sur les techniques employées par l'atelier qui a sculpté la renommée, l'équipe assure un véritable convoi exceptionnel jusqu'aux locaux de recherche des musées de France. Ici, la science est au service de l'art. Les plus grands chefs-d'œuvre sont passés sous le microscope ou les rayons X de chercheurs issus de tout l'Hexagone pour dévoiler leurs secrets ou pour leur offrir un nouvel éclat. Et chaque nouvel arrivant doit subir une inspection plus que minutieuse. Mais pour transpercer la peau métallique et s'inviter dans les entrailles de la sculpture, la radiographie s'impose. Ce qui nous intéresse surtout, c'est les armatures qu'il y a dedans, qui sont comme dans le béton armé, qui sont faits pour armer, donc rendre plus solide, non pas la statue elle-même, mais le noyau qui se trouve à l'intérieur. Là, pour une sculpture en bronze comme ça, on travaille au maximum de la tension du générateur, c'est-à-dire 420 kV. Et en plus, pour une radiographie d'humain, on va poser juste une seconde. Là, on va faire des expositions d'une dizaine ou quinzaine de minutes pour vraiment arriver à traverser le matériau. Troublantes, les révélations contrastées des rayons X mettent en doute notre perception. Il ne s'agit que de métal et de minéral, et pourtant. La renommée a forme humaine, mais à l'intérieur, c'est une autre histoire. La paroi métallique est très épaisse. Donc ce qu'on disait, c'est une statue creuse, ça on le savait, enfin a priori, mais enfin, ça posait pas trop de questions, mais elle est très épaisse là. On la devine, la surface extérieure, et on la voit pas très bien à l'image, mais on est au-delà du centimètre d'épaisseur, ce qui est énorme. On voit aussi des tas de défauts de fonderie. Ça, c'est des défauts de fonderie. C'est du métal qui a fui en fait du moule. On a donc ces armatures assez épaisses qui font à peu près 1 centimètre, des tiges de fer d'1 centimètre de section. Et puis après, il y a des fils de fer, enfin, donc une armature qui est de section plus petite. Donc ça c'est très, très intéressant, c'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi gros. Donc ça c'est vraiment, c'est un pilier, quoi. C'est vraiment un pilier sur lequel est installée la statue, et fichée même presque la statue. Il y a cette porosité énorme qu'on voit. Alors, on ne saurait pas dire si elle est vraiment que le fait du métal ou du noyau, donc cette partie grise là, qui est en terre, très vraisemblablement. Mais en tout cas, il y a vraiment des grosses perturbations là, qui montrent qu'il y a eu des problèmes lors de la fabrication de cet objet. Pour bien comprendre ces stigmates, vestiges des étapes de sa fabrication, il faut revenir au moment crucial de sa fonte. Le bronze, même s'il contient majoritairement du cuivre et de l'étain, a une recette différente en fonction des régions, des époques, des habitudes des fondeurs. Le creuset en argile, qui permet de le puiser du four et de le verser dans le moule, a une espérance de vie de quelques dizaines de coulées seulement, et il risque l'éclatement si les gestes ne sont pas parfaitement maîtrisés.
Le chauffage au charbon ne garantissait pas une maîtrise très précise des températures. Si le bronze est trop froid, il laissera des lacunes, il n'épousera pas parfaitement l'empreinte du moule. Au contraire, s'il est trop chaud, il compliquera le retrait de la statue et il aura plus de chances de provoquer des fuites. Donc ça, c'est des fuites, mais en fait, c'est assez positif d'avoir ces fuites-là. Ça veut dire que le métal, il vient bien dans l'empreinte. En tant que fondeur, je suis content de voir les erreurs qu'on peut voir sur les pièces anciennes. Ça nous apprend. Ça nous permet de comprendre les techniques, les problèmes, surtout les techniques qu'ils avaient pour réparer. Même si on ne les utilise plus, parfois il y a des trésors d'ingéniosité dans leur réparation. Pour le XVIe siècle, pour la statuaire dite moderne, et notamment celle fabriquée en France, on est beaucoup dans l'expérimentation, semble-t-il. On est dans l'artiste aussi, qui a une place de plus en plus importante dans le processus de fabrication, donc qui probablement aussi intervient plus et donc peut-être propose plus des choses nouvelles ou peut-être farfelues. En visitant leur architecture interne, le laboratoire a trouvé dans ces statues françaises vieilles de 4 siècles du métal, toujours plus de métal. Ce n'était pourtant pas la mode, ou du moins la méthode, en vigueur chez les Grecs, les Romains ou encore les Étrusques, pères fondateurs européens de la grande statuaire en bronze pendant l'Antiquité. Leur réalisation, pourtant bien plus ancienne, nous donne une toute autre image de l'ingénierie du métal. Pour les statues antiques, on s'interroge évidemment parce que 3 à 6 mm d'épaisseur, c'est très fin, surtout pour des statues qui sont généralement d'une échelle 1,5 à 1, donc ça fait des statues qui font facilement, comme c'est le cas ici, plus d'1 mètre de hauteur. Pour un résultat artistique très similaire, l'approche technique des fondeurs antiques était donc très différente. Déjà, il y a une chose, c'est qu'ils acceptaient beaucoup de défauts et surtout, même, ils étaient en mesure de souder des pièces entre elles. Et ils maîtrisaient ce procédé en routine, puisqu'ils découpaient leurs statues en petits morceaux et ils les coulaient par pièces. Et ensuite, ils assemblaient ce grand puzzle par des techniques de soudage très élaborées. Il y a une rupture totale dans les techniques. Les techniques antiques sont plus subtiles, sont plus fines, c'est de l'assemblage, c'est plus de l'orfèvrerie finalement, en exagérant un petit peu, que la statuaire Renaissance où c'est d'un seul tenant, 1 cm, 2 cm d'épaisseur, ça donne un peu l'idée de ça passe ou ça casse. L'influence de la formation est indéniable. Le fondeur qui a l'habitude de faire des canons, si tout d'un coup on lui demande de faire des sculptures, évidemment, pour lui l'épaisseur, ça ne va pas avoir la même importance que pour un bijoutier ou que pour qui doit éviter de mettre trop épais pour économiser du métal. L'engouement retrouvé pour la sculpture en métal après un certain désamour entre le Moyen-Âge et la Renaissance a peut-être provoqué la disparition de techniques vieilles de plusieurs millénaires. Ou bien, les fondeurs modernes avaient rompu volontairement avec ces méthodes pour des raisons pratiques, artistiques ou encore économiques. L'enquête autour de la statuaire en métal est donc loin d'être achevée. Les chercheurs et les historiens d'art devront aussi se pencher sur l'ensemble de la production européenne afin de les confronter aux singularités françaises. Il faudra encore traverser les pots métalliques et décoder les indices partout où les auront laissés les sculpteurs du passé.